Bonjour mon frère. Bonjour camarade. Oui, alors pour les quelques égarés qui ne sauraient pas qui est ce grand monsieur, les internautes qui ne sauraient pas qui je suis en train d'interviewer, est-ce que tu peux te présenter? Alors je signale aux internautes, je le tutoie parce que je le connais. Hein. Mais il va se présenter et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui, donc je suis Hamza Boukari Yabara, historien, auteur notamment de l'ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Je suis également donc, le président de la Ligue panafricaine Umoja, qui est donc une organisation politique internationale qui existe depuis 2012 et qui travaille pour la renaissance africaine, pour la construction des États-Unis d'Afrique, pour l'émancipation du peuple d'Afrique et de sa diaspora. Très bien. Juste un petit mot donc sur vous avez vous. Alors des fois je vous vois, je tutoie, mais bon, excusez-moi. Donc tu as commencé déjà à présenter la LPU, donc la Ligue panafricaine Umoja. Donc déjà Umoja c'est en quelle langue? Et voilà. Et puis bon, je pense que vous faites des actions à la fois dans la diaspora, sur le continent. Tu peux dire un peu plus, quelques mots un peu plus sur l'organisation? Oui, alors Umoja c'est un mot swahili qui veut dire unité et l'organisation LPU est présente à la fois sur le continent et dans la diaspora à travers des sections territoriales. Donc sur le continent, elles ont vocation à muter en parti politique et à s'engager dans la conquête du pouvoir, ou en tout cas tout au moins à introduire le panafricanisme sur le champ politique et donc sortir un peu de cette approche qui repose uniquement sur l'invective, sur les médias, le buzz, etc. Mais vraiment l'ancrer dans comment on répond aux problématiques concrètes de nos populations. Donc ramener le panafricanisme à un stade vraiment de résolution des problèmes et non pas de grande construction géopolitico-virtuelle des enjeux de l'actualité. Très bien. Donc, je m'appelle Peggy et je suis membre de la Ligue depuis quelques années déjà. Je suis au secrétariat général de la Ligue panafricaine Umoja. Et je m'occupe également de la communication. Donc je travaille beaucoup en sous-marin. On commence un peu à me voir un petit peu sur les réseaux quand on fait des lives. Mais je travaille plutôt voilà, en background au niveau de la Ligue. Est-ce que tu peux rapidement dire un mot sur l'organisation? C'est voilà, pour que les gens puissent connaître un peu c'est quoi cette organisation? Alors la Ligue panafricaine Umoja est une ligue donc, panafricaine dont le but sont les États-Unis d'Afrique. On veut l'unité, Umoja ça veut dire union, et donc on cherche à conscientiser les afrodescendants au niveau de la diaspora et au niveau du continent pour l'unité de l'Afrique. Et donc pour ce faire, on va organiser comme aujourd'hui des événements culturels qui sont destinés aux afrodescendants principalement, mais aussi aux autres, parce qu'on reste ouvert, pour leur faire connaître la culture afrodescendante, pour leur faire connaître l'histoire également de l'Afrique, une autre version de l'histoire, leur faire connaître également nos spécificités au niveau de nos cheveux, au niveau de notre couleur de peau, et dans la bonne humeur et de manière très familiale. Très bien. Bah, écoutez, moi je m'appelle Laura, je fais partie de la Ligue panafricaine Umoja depuis fin d'année dernière sur le pôle enfants, parents et parentalité. D'accord, c'est quoi ce pôle? Explique-nous. Alors, la Ligue panafricaine est organisée en différents pôles. Moi, je me spécialise sur toutes les questions de famille, des enfants, des adolescents. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un lien dans la diaspora autour justement des familles et des enfants, tout simplement. Je suis Jalissa Sekmed, donc je suis enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition. Donc Afrodia Édition, c'est une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Bonjour. Les éditions MKL, j'ai assez donné dans une petite PME. Franchement, donc mon père a fondé l'entreprise il y a bientôt 6 ans. Donc il écrit et s'auto-édite. Il a commencé aussi à éditer des auteurs, comme ses petits romans, qui a été édité par Sandy Jason. Voilà, c'est un roman. Je vais faire un petit vous verrez si vous l'achetez. Donc là, on a sorti des nouvelles éditions pour les tout petits. C'est-à-dire dès que l'enfant regarder des images, feuilleter des images, etc. Vous avez ces deux petits bouquins. La petite fille et le petit garçon.
Bonjour mes soeurs. Hôtel. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez vous présenter pour les internautes qui nous regardent? Donc je commence par vous. Alors, moi je suis la sœur Ekua. J'interviens dans les ateliers Racines cette année. Là, c'est ma première année scolaire que j'anime pour les enfants. Et sinon, je suis adhérente à l'association Afrocentrique Internationale France. Oh, ok. Voilà. Très bien. Alors moi, c'est la sœur Bakouma. Pareil, je fais partie de l'association Afrocentricité France. Et je suis aussi dans l'équipe de l'organisation Les Ateliers Racines. Ben, moi, c'est Doué Nono, co-auteur et coproducteur de l'afro-manga de l'Askamit, dont le premier tome est sorti le 16 septembre 2020 et le tome 2 il est sorti le 16 septembre 2022, donc la semaine dernière. Ok. Est-ce que tu peux présenter justement aux téléspectateurs ta production, vos productions? Je ne sais pas si tu es co-auteur, c'est ça? Enfin, on est deux auteurs dessus. Présente les auteurs et puis le... Voilà, donc de l'Askamit, c'est une œuvre qui s'écrit à quatre mains, comme on dit. Donc il y a Michael Dambi qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, et il y a moi, Doué Nuno. Et voilà, voici le premier tome et voici le deuxième tome. Oh. Voilà, disponible sur notre site internet, la Fnac, Amazon et dans des librairies un peu partout. Vous nous faites un mail et on vous dira exactement où vous pouvez vous en procurer. Et lors de manifestations comme aujourd'hui au Moudja, où on propose aussi de l'Askamit. Très bien. Alors, juste un mot sur l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Magnifique événement. Est-ce que tu peux présenter rapidement aux internautes c'est quoi cet événement, quel est le but et ce sera quoi la finalité justement de cette journée? Alors, nous sommes à la journée des enfants afro-descendants. C'est une journée en 3 étapes. La semaine dernière, le 17, nous étions à Grenoble. 200 personnes sont venues à cette journée qui a mis en relation des parents, des enfants et des intervenants et des exposants autour de l'éducation afro-centrée. Aujourd'hui, nous sommes à Bagnolet, d'Espace Vert Dragon, pour la 2e étape de cette journée, avec donc une quinzaine d'intervenants et d'exposants qui sont ici réunis. La semaine prochaine, nous serons à Toulouse. Quel est le but de cette journée? Le but, c'est de faire comprendre que l'éducation, c'est le métabolisme de base de nos sociétés. Si nous ne faisons pas d'efforts pour faire en sorte que l'éducation soit priorisée, tout ce que nous faisons aujourd'hui va s'effondrer dès que nous aurons à passer le relais à la génération suivante. Tout à fait. Ensuite, il y a un travail de transmission, un travail de construction et un travail de mise en valeur d'une cité éducative panafricaine et afrocentrée. Nous sommes beaucoup dans la communauté, à avoir des activités, faire des livres, faire des lives, faire des écoles pour la jeunesse. Mais il est important d'avoir un espace, une plateforme, un champ qui facilite la mise en relation. Et donc l'objectif de la Ligue panafricaine au Moudja à travers cette journée, c'est encore une fois de mettre en relation le meilleur de nous-mêmes, l'excellence que nous avons au sein de notre communauté, pour faire en sorte que ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire nos enfants, puissent bénéficier et profiter de ce que les parents conscients font de plus en plus aujourd'hui. L'un des enjeux aussi, c'est de faire en sorte que le nombre croissant de parents conscients que nous avons dans la communauté disposent des outils pour permettre à leurs enfants de grandir dans un cadre sécurisé. Nous savons que l'école, l'éducation nationale française apprend à nos enfants à consommer une culture qui n'est pas la culture que nous souhaiterions qu'ils consomment réellement. C'est ça. Donc nous avons un travail, je dirais, de complémentarité ou de rectification à faire sur certains points de manière rigoureuse, de manière scientifique. D'où le fait que nous prenons des intervenants qui sont validés, qui sont compétents et non pas des gens qui se lèvent le matin, qui allument leur ordinateur ou leur smartphone et qui se lancent dans des conférences aussi, comment dire, fantaisistes que possible. Et donc cette journée-là, c'est vraiment une journée pour les enfants, pour les parents, pour les intervenants, pour les exposants. Et l'objectif, c'est qu'elles puissent évidemment
se propager. La journée des enfants afrodescendants, c'est un projet qu'on a commencé en février de l'année dernière au sein du pôle justement enfants, famille et parentalité. C'est un projet qu'on a décidé de mettre en place et on a décidé de la date du mois de septembre puisque c'est le moment où les parents commencent à penser en tout cas les activités des enfants. Donc on voulait vraiment en un seul et même endroit pouvoir concentrer un certain nombre de créateurs de contenu, des créateurs de contenu qualitatifs qui existent depuis un certain nombre d'années et qui souffrent tous du même mot, c'est-à-dire l'invisibilité. Donc on a décidé de monter cet événement pour qu'eux ils viennent à la rencontre des familles et que comme ça une famille qui vient, des parents puissent voir un petit peu tous les contenus de qualité qui existent pour tous ceux qui veulent accompagner leurs enfants sur les questions de culture africaine. D'accord. Et au-delà donc de cet événement, je pense que qui s'est déjà passé dans d'autres villes, c'est ça? Effectivement, on a pensé ça comme un rallye. Un quoi? Un rallye, un parcours. Ah, ok, un rallye. Comme un parcours, voilà, Okay. un rallye. Comme un parcours sur 3 villes. Okay. Nous sommes pratiquement présents par rapport à la Ligue. Donc ça a commencé le week-end dernier, le 17 septembre à Grenoble. Ok. Il y a un franc succès puisqu'il y a eu entre 150 et 200 personnes pour une première édition. Donc c'était déjà bien. Ça nous a donné beaucoup d'énergie pour l'événement d'aujourd'hui, le 24, où il y avait 185 inscrits. On va voir combien de personnes se sont présentées. Mais je vois l'effervescence et je pense que la plupart des gens se sont présentés. Sans compter ceux qui sont venus sans être inscrits, parce qu'ils étaient invités bien sûr. Et la semaine prochaine, on finit en beauté le dimanche 2 octobre à Toulouse cette fois, pour clore cette première édition. Alors aujourd'hui, nous sommes à la journée de l'enfant afrodescendant qu'on a organisée de manière tripartite, je dirais. Donc c'est une journée qu'on se veut donc dédiée à l'enfant afrodescendant, qui se considère comme tel. On a fait une première journée à Grenoble le 17 septembre, qui a été un véritable succès. On est actuellement à Paris, à l'espace Vert Dragon, à Bagnolet, où on a pas mal de monde aujourd'hui. Et on accueille la semaine prochaine à Toulouse pour le même événement. Donc l'idée c'est quoi? C'est de conscientiser nos enfants et de leur donner des outils concrets pour connaître notre histoire, connaître notre culture, jouer, avoir de la représentation au maximum. Donc on a pu avoir un panel d'experts, mais vraiment on a des gens absolument géniaux qui ont accepté de jouer le jeu. Je rappelle d'ailleurs qu'ils sont tous bénévoles, comme nous tous au niveau de la LPU, donc il n'y a pas eu de contribution financière derrière. Ils ont accepté de jouer le jeu en nous faisant confiance, et ça d'ailleurs je les remercie beaucoup. Et on a des jeux pour les enfants, on a des livres, on a des BD, on a des super-héros, on a des jeux de société pour la famille, et on a vraiment un panel extraordinaire qui montre qu'on peut donner à nos enfants autre chose que, bon, sans vouloir nommer, mais la Reine des Neiges. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très très pratique. Moi, j'ai commencé à faire les dessins quand j'avais 13 ans. Ah! Tu peux nous montrer tes dessins, s'il te plaît? Par exemple, ce sont un Waouh! Ok. ou un portrait. Oh! Yes! Et donc ensuite, on a fait rentrer dans l'équipe une dessinatrice qui en fait son métier. C'est pour ça que là, voilà, c'est un autre type de dessin, mais voilà, c'est encore plus beau. Waouh! Franchement magnifique. Donc, on a pour tous les âges. Ok. Donc enfants, adolescents, adultes. Là vous avez un livre pas très épais, mais il y a beaucoup de textes sur la révolte de 1802 en Guadeloupe. Ok. Ça c'est pour adultes par exemple. Très bien. Et donc voilà, il y a le choix et on est souvent à des événements comme aujourd'hui.
et on est présent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Magnifique. La journée de l'enfant afrodescendant, pour moi, c'est vraiment une journée primordiale parce que c'est à ce moment-là déjà qu'on peut échanger dans la communauté, mais surtout transmettre aux enfants sur différents thèmes. Ça peut être l'histoire, ça peut être, il y a eu le terrarium, il y a différentes activités, et toutes les activités qui sont là, ce sont des activités qui n'auront pas à l'école et pas forcément à la maison. Donc vraiment, c'est vraiment là qu'il faut être. Franchement, ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Alors, les ateliers Racines sont proposés sur une période de septembre à juin pendant la période scolaire. On propose plusieurs ateliers dont l'humanité classique, la musique, tout ce qui est écriture égyptienne, atelier coiffure. Il y a aussi l'intervention d'une psychologue. En fait, il y a plein d'interventions sur tout au long de l'année. Alors, c'est pour les enfants âgés de 4 ans à 20 ans, répartis sur 3 groupes, en fonction de la classe qu'ils fréquentent cette année du coup. Et puis sur des choses. Les horaires. Alors c'est de 14h à 18h. Donc pour les plus petits du groupe 1 et du groupe 2, comme ils sont plus petits, ils sont maternelle CP et le groupe 2 en élémentaire, c'est 1 heure de cours parce qu'au-delà, ils sont un petit peu agités. Et par contre pour les plus grands, c'est 1h30. Donc les collégiens et les lycéens, c'est 1h30. Voilà. Très bien. Donc c'est le samedi. C'est le samedi. La samedi, ouais. 3 samedis par mois. 3 à 4 samedis par mois. Maximum 4, minimum 3. Voilà. Et pourquoi avoir appelé de Las Kamit? Est-ce que tu peux expliquer un peu le titre en fait? Alors, déjà, pourquoi il est en anglais, pas en français? Ah oui, déjà. Ça, je dirais que c'est purement marketing. C'est comme si je dis l'homme chauve-souris, c'est moins attrayant que Batman, ou Spider-Man, l'homme araignée. Voilà déjà. Après, c'était aussi pour que dans le titre, on sache exactement de quoi on va parler. Le Kamit, c'est quelque chose qui fait référence à la culture afro. Et voilà, et après, par rapport à notre histoire, le dernier Kamit, c'est lui, c'est Kahami. C'est le dernier Kamit qui est venu pour protéger les hommes. C'est le dernier connu. Justement, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail? Parce que pourquoi le dernier? Justement, c'était ça. Le dernier, en fait, c'est parce que les Kamites, qui sont l'équivalent des archanges, voilà, c'est des protecteurs qui ont vocation de protéger les hommes. Et leur nourriture, je dirais, les spirituels, c'est la ferveur des gens de Kama. Voilà. Sauf qu'avec le temps, la ferveur est en déclin. Et du coup, les Kamites, ils ont moins de nourriture, donc moins d'énergie pour les défendre. Et qui fait qu'à un moment, le dernier, il a confié à certains hommes la possibilité d'utiliser cette même énergie pour protéger leurs semblables. Très bien. Et alors, il est sorti donc sous forme papier. Que sous forme papier? Pour le moment, que format papier. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Parce que ça pourrait faire un excellent dessin animé, je vous cache. À vrai dire, on a déjà travaillé sur une 20aine d'épisodes. Pour passer à la production. Une combien? 20aine d'épisodes. Waouh! Il y a déjà 20 épisodes écrits. Mais pour passer à la production, voilà, c'est un autre budget. C'est pour ça on le met toujours de côté. Puis s'il y a un annonceur qui nous regarde, qui nous entend, voilà, il y a déjà des choses de prêtes. Voilà. Très bien. Je propose simplement de transmettre l'histoire qu'on n'a pas appris plus petit, qu'on n'enseigne pas à l'école, à travers des livres et des outils pédagogiques. Donc le plus connu, donc le best-seller, c'est celui-là, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, qui retrace toute l'histoire de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours, dans sa continuité historique. Donc c'est vraiment un must-have à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, il y a l'histoire des Antilles, pareil, de la préhistoire à nos jours, donc toujours dans toute sa continuité historique. Donc en fait, ce sont comme des manuels pédagogiques dans les manuels d'histoire qu'on avait au collège et au lycée, sauf que là, c'est centré sur notre histoire.
Voilà, et ensuite il y a le cahier d'activité, donc à partir de 6 ans. Ah oui, justement, est-ce que tu peux repréciser la tranche d'âge? Là, les deux autres, c'était à partir de 10 ans et celui-là à partir de 6 ans. Donc, il retrace cette histoire, mais sous forme beaucoup plus ludique, donc avec des coloriages, des mots croisés, etc. Voilà. Et le dernier de cette première collection, c'est la traite négrière, expliquée à nos adolescents, puisque maintenant c'est en 4e que l'histoire de l'esclavage est enseignée à l'école. Ah, et là, c'est à partir de quel âge? Et bien justement, à partir de cet âge-là, donc à partir des adolescents, à partir du collège. D'accord. À partir de 12 ans. Très bien, très bien. Dans la diaspora, nous faisons un travail de conscientisation, de mobilisation et de résonance, parce que nous ne souhaitons pas que la diaspora soit un fardeau pour le continent africain. La diaspora doit être exemplaire parce que le mieux la diaspora sera organisée, le plus fort la diaspora sera, le mieux se portera le continent africain. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Tout à fait. Donc souvent, quand on parle du panafricanisme, ils disent oui, mais si vous n'êtes pas sur le continent, vous êtes des guignols, vous êtes des rigolos, etc. Justement, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces... Souvent, ça vient souvent des Africains, hein? C'est-à-dire des gens nés en Afrique, oui, et puis qui veulent soit des enfants complexés, soit les nés ici, soit les Antillais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens? Rien ne peut se faire sur le continent sans une diaspora qui n'est pas à l'avant-garde pour contrer les attaques lancées contre l'Afrique depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Londres, depuis Washington, depuis Moscou, depuis Pékin, etc. Donc il est très important que dans tous les pays où nous nous trouvons, nous soyons organisés. Ne serait-ce, je dirais, que pour sécuriser nos propres espaces. Il n'est pas normal que dans un pays comme celui-ci, avec la question des réfugiés, nous ne soyons pas au premier plan pour nous occuper nous-mêmes de nos frères. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas, je dirais, nos propres lieux, nos propres espaces, nos propres écoles. Et donc c'est ce travail-là, aujourd'hui, auquel nous devons nous atteler, pour faire en sorte, non pas d'être, entre guillemets, chez nous ici, parce que nous ne sommes pas vraiment chez nous, mais de faire en sorte que nous soyons respectés. Et le fait d'avoir une diaspora respectée, c'est le point de départ aussi du respect du continent africain. Malcolm X l'expliquait parfaitement. Tant que l'Afrique n'est pas respectée, la diaspora ne le sera pas. Mais si la diaspora n'est pas respectée, la diaspora qui est l'ambassadrice de ceux du continent, il y a encore moins de chances que ceux qui sont en Afrique soient respectés, d'autant plus que le système qui est ici en France utilise cette diaspora contre le continent. Exact. Donc il est très important que nous fassions ce travail de convergence, ce travail de réunification des visions, à la fois du continent et de la diaspora, comme cela avait déjà été entamé par Marcus Garvey, par Kwame Nkrumah et par bien d'autres figures.